Yaorana Tatou, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ora Manigu, je suis designer et artiste et je mène une étude sur le Maro Ura. Dans une précédente vidéo, je vous présentais l'objet, son importance, sa place dans la culture polynésienne et sa redécouverte au musée du Quai Branly Jacques Chirac. À présent, il est temps d'approfondir la question d'un point de vue un peu plus technique et textile, puisqu'il s'agit de ma spécialité, mais aussi de remettre certains aspects de mon travail et de cette pièce en perspective. Vous allez comprendre pourquoi. La vidéo Maro Ura à l'ouverture des possibles se concluait sur le fait que les données récoltées allaient me permettre de mener des travaux d'archéologie expérimentale, de répondre à certaines questions sur l'objet en le reproduisant en faisant une reconstitution. Simplement, en continuant mes recherches, j'ai pu constater qu'il s'agissait d'un abus de langage de ma part qu'il est temps de rectifier. L'archéologie expérimentale, c'est un processus de recherche, des expériences encadrées par un protocole scientifique strict. Dans mon cas, à mon échelle, on parlera plutôt d'expérimentation, puisque ce travail n'est pas encadré par un protocole scientifique. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucune méthodologie. C'est une démarche différente, basée sur de la recherche empirique, qui est d'ailleurs plus adaptée aux objectifs que j'ai pour ce projet, qui sont la volonté de contribuer à la recherche, la compréhension de l'objet et sa communication auprès du public, vous. En fait, je propose une recherche qui hybride les disciplines, ce qui est pour moi l'essence même de la démarche du designer, des connaissances techniques et théoriques, mêlées à beaucoup de curiosité, qui cherchent à mobiliser de multiples spécialités pour créer un dialogue. Cette expérimentation, elle s'ancre donc autant dans le design que dans les métiers d'art, que dans l'anthropologie, la reconstitution ou encore l'art contemporain. Et cette approche pluridisciplinaire, elle rend encore plus important le fait de constamment adapter ses objectifs et ses connaissances, de remettre son propre travail en perspective afin de rester le plus objectif possible. Et de plus, comme je cherche à vulgariser, à diffuser mon travail, d'un point de vue éthique, il est important que je reste honnête avec vous en utilisant les bons termes pour éviter de fausser votre compréhension des choses. Nous disions donc que mon travail ne s'ancre pas dans une expérience scientifique, mais il n'empêche que je vais en tirer des conclusions, des éléments de réponse à certaines questions, et pour éviter de partir dans tous les sens, il est important de définir à l'avance pourquoi je fais ce travail, comment je le réalise et surtout quels sont les biais qui pourraient m'induire en erreur. Pour commencer, il a fallu définir un objectif, une question. Quel était l'aspect de la bande supérieure gauche du Maro Ura du musée du Quai Branly avant sa détérioration ? En tant que designer textile, cette question elle va me permettre d'interroger directement les matériaux, les techniques textiles et le rapport au corps lié à cet objet. Et en tant que polynésienne et artiste, ça va me permettre d'explorer un peu plus le patrimoine polynésien à travers une pièce iconique et mythique, et également d'interroger son importance par rapport au monde actuel. Ensuite, il faut déterminer les étapes de travail dont je vous parlerai plus tard. C'est ce qui va me permettre de documenter l'expérimentation en notifiant au fur et à mesure de la réalisation tout ce qui change par rapport à ces étapes et surtout en me demandant pourquoi. Enfin, cette expérimentation a lieu dans un cadre contemporain. Ce contexte de réalisation, il est important de le définir parce qu'il va énormément influer sur le rendu de la pièce. Par exemple avec les matériaux. Si j'ai pu effectivement me procurer du tapas de Banyan comme sur la pièce originelle, eh bien j'ai dû remplacer tous les fils par du fil de coton, je n'ai pas pu me procurer des fibres polynésiennes. Quant aux plumes, eh bien pour l'instant nous ne savons toujours pas avec certitude de quels oiseaux elles proviennent. Natea Montillier-Tetuanui, qui est responsable du bureau Ethnologie et Tradition Orale du service de la culture et du patrimoine de Polynésie française, évoque 12 espèces potentielles, et le Maro Ura utilisait sans doute plusieurs d'entre elles. À ce stade, un nouveau problème se pose, celui du cadre légal. Parce que parmi ces 12 espèces d'oiseaux, eh bien, il n'y a que l'utilisation du coq qui est aujourd'hui autorisée. Par défaut, ce sont donc ces plumes que j'utilise, et plus particulièrement celles issues du collet qui me paraissent plus adaptées à l'ouvrage. Concernant les outils, ceux que j'utilise sont contemporains, ce qui implique un geste différent. Et il faut rajouter à cela que j'ai été formée à la plumasserie française lors de stages en entreprise et que cela va forcément influer sur la façon dont je manipule les plumes. Ceci étant dit, une future expérimentation, une future reconstitution pourrait tout à fait être basée sur le fait de retrouver ces gestes.
Enfin, il faut garder à l'esprit que le Maru'ura du musée du Quai Branly est très abîmé et que malgré un travail poussé de la part des chercheurs sur les sources écrites et orales, il n'est pas possible de reconstituer les parties manquantes autrement que par spéculation, notamment pour le motif de la pièce. Une fois tous ces paramètres identifiés et définis, je peux commencer à travailler. Pour ce premier travail de reconstitution, je me suis concentrée sur la bande supérieure gauche, que j'avais mieux observée et analysée pendant ma visite au musée. Et avant toute chose, il faut préparer à l'avance tous les outils et matériaux qui seront nécessaires à ce travail. Dans n'importe quel projet, c'est une étape qui va permettre d'optimiser son temps de travail, son efficacité, et surtout de ne pas se perdre en revenant sans cesse entre les étapes. Il me faut préparer une bande de tapas de 12 par 36 cm, des plumes blanches et rouges pour lesquelles j'utilise du coq, et du fil pour lequel j'utilise du coton car je n'ai pas pu me fournir en fibres polynésiennes. Quant aux outils, j'utilise une règle, des ciseaux, des aiguilles et une pince. Ensuite, il faut préparer les plumes, qui sont organisées en petits paquets que j'appelle des modules. Sur la pièce originale, il en manque énormément, et même sur ceux qui sont encore présents, il est parfois difficile de déterminer s'il s'agit de plumes rouges ou blanches. Alors comme il s'agit de la couleur présente en majorité, tous les modules non identifiés sont réalisés en blanc. J'ai donc besoin de me préparer 362 modules blancs et 26 modules rouges. Enfin vient l'étape du montage. Il s'agit de coudre tous les modules à la bande de tapas en faisant 25 rangées de plumes qui contiennent chacune en moyenne 15 modules. La plupart de ces rangées ont 2 lignes de couture qui viennent maintenir les modules en 2 endroits. Durant ce processus, il est important de constamment confronter son travail à la pièce d'origine et aux sources écrites et orales, parce qu'il existera des variations qui vont influer sur le rendu de la reconstitution et aussi poser de nouvelles questions. Par exemple, on observe sur la pièce d'origine qu'il n'y a pas systématiquement 2 lignes de couture pour maintenir les modules de plumes. Alors, est-ce que c'est dû à l'usure de la pièce et ces lignes auront disparu avec le temps, ou alors est-ce que c'est quelque chose de tout à fait volontaire, ou peut-être dû à un oubli ? Il y a également la question des modules rouges, qui semblent être les seuls à intégrer une boucle en fibre de coco à la ligature, ce qui m'a d'ailleurs permis d'identifier bon nombre de modules qui n'avaient plus du tout de plumes sur la pièce d'origine. Mais du coup, quelle est la raison de la présence de cette boucle ? Peut-être qu'elle servait de tuteur au module, et ça pourrait être expliqué si les plumes utilisées étaient trop souples, trop fragiles, pour être solidement ligaturées seules. Mais cette hypothèse ne pourra pas être éprouvée tant qu'on ne saura pas avec certitude de quelle plume il s'agissait à l'origine. Mais finalement, la question la plus frustrante reste celle du motif. Si l'on suit la logique de la pièce du Quai Branly et la manière dont sont attachées les 2 bandes, alors le motif semble devoir se poursuivre ainsi, dans la longueur de l'ouvrage. Cependant, sur le croquis de William Blight, le motif est construit dans la largeur du Maru'ura. Les informations semblent se contredire. Et justement, à quel point peut-on se fier à ces informations ? Pour ce qui est du croquis, il est peu détaillé et peut tout à fait relever d'une grande part d'interprétation. Quant au Maru'ura du musée du Quai Branly, j'ai évoqué la difficulté de le reconstituer à cause de l'usure de la pièce, mais il y a peut-être un autre souci. En effet, une hypothèse soulevée par Guillaume à l'évêque est que les 2 bandes dont nous disposons pourraient ne pas du tout être assemblées de cette manière sur le Maru'ura d'origine. Le fait de les avoir cousues ensemble pourrait relever d'une action du collecteur, peut-être pour faciliter le transport de la pièce, qui, je le rappelle, à la base a été retrouvée enveloppant un to'o. Et effectivement, si cette hypothèse venait à se confirmer, eh bien il se pourrait tout à fait qu'on se retrouve face à 2 pièces qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre sur le Maru'ura d'origine. Finalement, je suis ressortie de cette expérimentation avec énormément de questions et aucune véritable réponse à celle que je me posais à la base, à savoir quel était l'aspect initial du Maru'ura avant sa détérioration. Mais en fait, ça n'a jamais été l'objectif. Dès le départ, je savais qu'une reconstitution complète et véridique de l'objet n'était pas possible, en tout cas pas pour le moment. Pas avec les informations existantes.
Répondre à cette question, ce n'était pas un objectif absolu, c'était plutôt une direction donnée à mon travail. Et c'est là que je vais recommencer à parler d'ouverture des possibles. Parce que cette expérimentation, elle m'a permis d'analyser, d'observer un objet, des techniques, une histoire, une nouvelle esthétique des matériaux que je réinvestis dans ma pratique de designer et d'artiste. Et cette pratique elle-même me permet de continuer à nourrir ma recherche en questionnant toujours plus l'objet culturel qu'est le Maru'ura. Et en fait, c'est l'essence même du travail de chercheur que de ne pas aboutir à des affirmations péremptoires. L'intérêt d'explorer le passé, c'est qu'il nous permet de questionner notre présent. Et ça, c'est une affirmation qui résonne beaucoup avec ma démarche de designer et d'artiste. L'expérimentation que j'ai menée, elle n'est en fait que le premier pas vers la résolution d'une question qui ne le sera peut-être jamais. À l'image du Maru'ura, la recherche, c'est un ouvrage en perpétuelle construction. Et donc, interroger cet objet dans le monde actuel, c'est questionner les notions de transmission et de continuité à une ère de la disponibilité immédiate et de l'obsolescence programmée qui est en train de se prendre de plein fouet ses propres limites. Je vous remercie pour votre attention et de m'avoir écouté. Maruru et Yaurana.